Quelques mois après la naissance de leur fils, Koassi et Mounia semblaient enfin savourer leur victoire. Kumba, elle, rayonnait de bonheur, inconsciente des sombres intentions de son mari et de sa première épouse. Pourtant, une ombre inquiétante s'apprêtait à terminer ce tableau familial apparemment parfait. Kumba remarqua rapidement que son fils, qu'elle avait appelé Malik, ne bougeait pas comme les autres bébés. Au début, elle pensait qu'il s'agissait d'un simple retard normal, mais au fil des jours, ses soupçons grandissent. Malik pleurait beaucoup, semblait en proie à des douleurs, et ses mouvements étaient souvent étranges. Un après-midi, alors qu'elle le berçait pour calmer ses pleurs incessants, Kumba sentit une raideur inhabituelle dans ses membres. Paniquée, elle contacta le médecin de Koassi qui lui conseilla d'amener le bébé en consultation immédiatement. Lorsque Koassi arrive à l'hôpital, il essayait de garder son calme, pour ne pas attirer l'attention. En présence du médecin, Kumba écouta attentivement le diagnostic. Votre fils présente des symptômes qui pourraient indiquer une forme de handicap moteur. Nous allons devoir réaliser des examens approfondis. Ces mots frappèrent Kumba de plein fouet, mais Koassi, quant à lui, faisait semblant de vivre les pires moments de sa vie. Mais en réalité cette tragédie familiale est pour lui une réussite de son sacrifice pour l'ascension vers le sommet du pouvoir. Mounia, fidèle à son rôle de stratège, propose immédiatement une posture de soutien. Kumba, ma chère, nous sommes là pour toi et Malik. Peu importe ce qui arrive, nous trouverons une solution, dit-elle en prenant la main de sa rivale. Mais à l'intérieur, elle fulminait. Dans l'intimité de leur chambre, elle dit à Koassi, le rituel a bien fonctionné. Nous avons tout fait selon les directives du féticheur. Tout se passe parfaitement bien. Koassi, bien que rongé par la culpabilité, tente de garder la tête froide et de penser à son ascension au pouvoir. Nous allons attendre de voir le féticheur pour être sûr. Il faut aussi les résultats médicaux pour confirmer que c'est un handicap. Les résultats médicaux confirmèrent les soupçons, Malik souffrait d'une maladie dégénérative. Kumba, inconsolable, priait jour et nuit pour la santé de son fils, alors que Mounia et Koassi cachaient leur réjouissance derrière des mots de réconfort. Dans cette atmosphère tendue, une nouvelle obsession naissait chez Koassi, obtenir un autre enfant, cette fois-ci en parfaite santé, pour stopper les soupçons de Kumba et prolonger son plan. Mais comment cacher ses intentions à une Kumba de plus en plus méfiante et maternelle ? Alors que Kumba veille sur son fils malade dans une chambre plongée dans la pénombre, Koassi et Mounia discutent à voix basse dans une autre pièce. Et si Kumba soupçonne que la motricité de Malik a été sacrifiée ? Demanda Koassi avec inquiétude. Nous devons aller de l'avant. Elle n'en saura rien. Ce qui est fait, dit Mounia avec froideur. Je sais, répondit Koassi, les yeux brillants de détermination. Oui, elle ne doit jamais découvrir la vérité. Koassi et Mounia affichent une façade de compassion exemplaire. Ils multiplient les visites dans des hôpitaux spécialisés, consultant les meilleurs médecins de la capitale. Le couple joue leur rôle à la perfection, apparaissant aux côtés de Kumba comme des parents dévastés par l'infortune de leur enfant. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver Malik, promet Koassi en serrant la main d'un médecin renommé, son visage figé dans une expression d'inquiétude soigneusement étudiée. Mounia, quant à elle, ne manque pas de montrer son soutien en apportant des repas chauds à Kumba et en l'accompagnant lors de longues nuits d'attente dans les couloirs d'hôpitaux. Dans l'intimité de leur chambre, cependant, leur véritable nature se révèle. C'est frustrant, Koassi souffle Mounia en retirant ses bijoux d'apparat. Tout ce cirque pour sauver un enfant inutile. Nous savons que c'est fini pour lui. Nous devons rester concentrés sur l'objectif. Koassi hoche la tête, le regard sombre. Malik n'est qu'un obstacle sur notre chemin. Mais nous devons maintenir les apparences, pour Kumba et pour le public. Personne ne doit soupçonner la vérité. Leur obsession pour le pouvoir les poussait à perfectionner leur rôle de parents dévoués, tandis que Kumba, épuisé et accablé par l'inquiétude, reste aveugle à leurs véritables intentions. Quelques années après ces événements, une nouvelle secoue la famille, Kumba est enceinte une deuxième fois. La nouvelle déclenchait des réactions contrastées. Koassi, d'abord ravi, se mure rapidement dans une froideur inattendue. C'est une bonne chose, dit-il à Mounia dans leur chambre privée. Un deuxième enfant pourrait renforcer nos options. Mounia sourit, un sourire calculateur.
Il faudrait qu'on soit très soudés et vigilants. Tu dois surveiller Kumba de plus près sans qu'elle s'en rende compte. Cet enfant peut nous être utile. Montre-toi aimant et gentil. Cependant, Kwasi, de plus en plus accaparé par ses ambitions politiques, devient distant. Il passe de longues journées hors de la maison, prétextant des réunions et des déplacements. Kumba, bien qu'heureuse de sa grossesse, commence à ressentir ce changement. Le poids de la solitude s'alourdit lorsque Munia, qui jusque-là faisait preuve de fausse gentillesse, réduisait drastiquement ses visites. Kumba se retrouve seule à gérer sa grossesse et à s'occuper de Malik, dont la santé continue de décliner malgré les efforts médicaux. Elle donne naissance à un beau garçon, le petit Adam. Dans l'ombre, Kwasi et Munia peaufinent leur stratégie. Le deuxième enfant devient une nouvelle pièce sur l'échiquier de leur ambition. Le couple assoiffé de pouvoir se prépare à des sacrifices encore plus grands, tandis que Kumba, inconsciente du piège qui se referme sur elle, s'accroche à l'espoir d'une vie meilleure pour ses enfants. Depuis la naissance de son deuxième enfant, Kumba ressent un poids qu'elle ne peut expliquer. Chaque fois qu'elle regarde ses deux fils, elle ne peut s'empêcher de se demander pourquoi le destin s'acharne sur eux. Malik, son premier-né, continue de souffrir de sa mystérieuse maladie, et maintenant le petit Adam, à peine âgé de quelques semaines, montre des signes inquiétants de faiblesse. Dans les couloirs de sa luxueuse maison, les éclats de rire et les moments de joie semblent s'éteindre, remplacés par des soupirs lourds et un silence pesant. Kumba, autrefois pleine de vie, est désormais hantée par des questions auxquelles elle n'a pas de réponse. Elle s'assied souvent seule dans la chambre de Malik, le regard perdu dans le vide. Son fils dort paisiblement, mais son corps frêle et sa respiration sifflante brisent son cœur à chaque instant. Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi mes enfants souffrent-ils toujours? Est-ce un châtiment? Les visites de Kwasi et Munia deviennent de plus en plus brèves et lointaines. Kumba remarque que son mari trouve toujours une excuse pour écourter ses séjours à la maison, prétextant des réunions importantes ou des voyages officiels. Un jour Munia invita Kumba et ses enfants à venir passer la semaine chez elle. Un soir, alors qu'elle descendait les escaliers, elle surprend une conversation chuchotée entre Kwasi et Munia dans leur salon. Elle commence à se poser des questions, murmure Munia, son ton sec et nerveux. Nous devons être prudents. Nous avons trop investi pour tout perdre maintenant, répond Kwasi, agacé. Kumba s'arrêta net, son cœur battant à tout rompre. De quoi parle-t-il? Elle n'ose pas entrer dans la pièce, mais ses mots résonnent en elle comme une alarme. Ce soir-là, après avoir couché ses enfants, Kumba décide de fouiller dans le bureau de Kwasi, où il garde généralement ses documents importants. Son cœur est lourd, partagé entre la peur de ce qu'elle pourrait découvrir et l'espoir que tout cela ne soit qu'un fruit de son imagination. Elle trouve un carnet marron caché dans un tiroir. Les pages sont remplies de notes codées et de dessins étranges, des symboles qu'elle ne comprenait pas. Mais ce qui tient son attention, ce sont les noms de ses enfants, Malik et Adam, inscrits à côté de dates précises. Un frisson parcourt son dos. Pourquoi leurs noms figurent-ils dans ce carnet? Pourquoi ces dates coïncident-elles avec les moments où leurs maladies se sont aggravées? Le lendemain, Kumba ne peut masquer son agitation. Lorsqu'elle interroge Kwasi sur ses absences répétées, il répond avec un calme déconcertant. Tu sais bien que mon travail est exigeant, Kumba. Je fais tout cela pour notre famille. Mais quelque chose dans son regard manque de sincérité. Et lorsqu'elle tente de parler à Munia de ses inquiétudes concernant les enfants, cette dernière se contente de sourire froidement. Les enfants tombent malades parfois. Ce n'est pas de notre faute. Tu devrais prier davantage pour leur rétablissement. Ces réponses, bien que rassurantes en surface, laissent Kumba encore plus troublée. Kumba, ne voulant pas inquiéter sa mère, décide de parler à Salima, une vieille femme, une griotte de la famille de son père, une voisine de longue date. Salima, connue pour sa sagesse et sa discrétion, écoute attentivement les inquiétudes de Kumba. Kumba, quelque chose ne va pas. Ton cœur le sait, et c'est pour cela que tu n'es pas en paix. Suis ton instinct. Observe-les et écoute-les attentivement. Les réponses viendront à toi. Encouragée par ces paroles, Kumba commence à observer les moindres gestes de Kwasi et Munia. Elle remarque des détails qu'elle avait ignorés auparavant, des regards échangés, des conversations interrompues lorsqu'elle entre dans une pièce,
et des absences inexplicables. Plus le temps passe, plus le malaise de Kumba se transforme en colère. Elle refuse de croire que tout cela est une simple coïncidence. Ses enfants méritent une vie meilleure, et elle ne laissera personne la leur gâcher. Je découvrirai la vérité, coûte que coûte, se promet-elle, serrant les poings. Dans leur luxueuse demeure, Kouassi et Mounia savouraient le succès de la récente promotion de Kouassi en tant que ministre de l'économie. Pourtant, malgré le prestige et les privilèges, une insatisfaction sourde tourmentait Kouassi. Il passait des nuits entières à fixer le plafond, son esprit consommé par une ambition dévorante. Je ne peux pas m'arrêter là, Mounia. Être ministre, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Je veux devenir Premier ministre, déclara-t-il un soir, les yeux étincelants d'une lueur fiévreuse. Mounia, assise nonchalamment dans un fauteuil en soie, esquissa un sourire rusé. C'est exactement ce que je voulais entendre, Kouassi. Tu as le charisme, les relations et la détermination. Rien ni personne ne peut t'arrêter. Elle s'approche de lui, posant délicatement une main sur son épaule. Mais tu sais ce que cela implique. Les sacrifices deviennent plus exigeants à mesure que le pouvoir grandit. Quelques jours plus tard, Mounia organise une visite discrète chez le féticheur qui avait déjà guidé leurs sacrifices précédents. Dans sa petite hutte enfumée et obscure, l'homme les attendait, vêtu d'une tunique blanche immaculée. Ses yeux perçants semblaient sonder leurs âmes. Kouassi, je savais que tu reviendrais. Les flammes de l'ambition ne s'éteignent jamais. Le féticheur leur expliqua que devenir Premier ministre nécessitait un sacrifice bien plus grand que les précédents. Cette fois, il ne s'agira pas d'un enfant. Le sacrifice demandé est d'une autre nature, il doit être fait sur quelqu'un qui partage ton sang spirituellement, quelqu'un qui a été ton allié le plus proche dans cette quête. Les yeux de Mounia s'écarquillèrent essentiellement avant qu'elle ne reprenne son calme. « Et que voulez-vous dire exactement » demanda-t-elle, son ton maîtrisé. Le féticheur fixe Mounia intensément avant de répondre. « Le sacrifice doit venir de toi, Mounia. » Kouassi, abasourdi, fixe le marabout avec incrédulité. « Comment pouvez-vous suggérer cela ? Mounia est ma femme, mon pilier, ma complice et vous savez qu'elle n'a pas d'enfant. » Mounia, pourtant, ne semble pas déstabilisée. Au contraire, elle sourit doucement, prenant la main de Kouassi. « Rien ne dit que cela doit être immédiat, mon cher. Nous avons le temps de réfléchir et de négocier d'autres alternatives. » Le féticheur prend un ton implacable. « Les esprits ne se négocient pas. Si tu veux devenir Premier ministre, le chemin est clair. » De retour à la maison, Kouassi était perdu dans ses pensées. Mounia, quant à elle, gardait un calme troublant. « Nous ne laisserons pas un féticheur ou des esprits dicter notre avenir, Kouassi. Nous sommes des stratèges, pas des marionnettes. » Elle fit une pause, buvant une gorgée d'eau avant de poursuivre. « Il y a toujours une solution alternative. Peut-être qu'un autre sacrifice, plus significatif, pourrait suffire. » Kouassi fronce les sourcils. « Tu veux dire Kumba ?» Mounia sourit malicieusement. « Elle pourrait être la clé. Elle t'a déjà donné 2 enfants. Si nous devons détourner l'attention des esprits, peut-être qu'elle pourrait être une candidate plus appropriée. » Dès ce jour, Mounia a commencé à préparer le terrain pour manipuler Kumba et orienter les soupçons loin d'elle-même. Elle encourageait Kouassi à intensifier ses visites à Kumba, à maintenir son rôle de mari aimant malgré la distance émotionnelle. De son côté, elle continuait de jouer le rôle de la confidente compréhensive auprès de Kumba, lui apportant des cadeaux et lui proposant de l'aider à gérer les soins de Malik et Adam. Kumba, bien que méfiante, ne pouvait imaginer l'ampleur du complot qui se tramait contre elle. Kouassi, désormais renforcé par le soutien de Mounia, intensifie ses efforts pour renforcer ses alliances politiques. Lors d'un dîner avec des membres influents du gouvernement, il laissa entendre qu'il était prêt à assumer davantage de responsabilités. Le pays a besoin d'un leader fort, quelqu'un qui comprend les défis économiques et sociaux de notre nation, déclare-t-il, le ton empreint d'assurance. Les murmures d'approbation autour de la table ne furent qu'alimenter sa soif de pouvoir. Mais dans l'ombre, le sacrifice exigeait de continuer à hanter ses pensées. Et tandis que Mounia renforçait sa position, une tension sous-jacente commençait à émerger entre eux. Dans les couloirs feutrés de leur demeure,
Koassi et Mounia se retrouvaient de plus en plus souvent en aparté, leurs discussions empreintes d'une intensité glaciale. Les ambitions de Koassi, désormais renforcées par son désir de devenir Premier ministre, n'étaient plus simplement des rêves, elles étaient une obsession. Mounia, toujours aussi calculatrice, continuait de jouer son rôle de conseillère et de stratège. Une nuit, Koassi, visiblement agité, entra dans le salon où Mounia sirotait un thé, perdu dans ses pensées. Le féticheur m'a convoqué à nouveau. Il dit toujours que les sacrifices faits jusqu'ici ne suffisent plus pour apaiser les esprits. Si je veux m'assurer de devenir Premier ministre, je dois offrir davantage. Mounia posa calmement sa tasse, mais son regard devint plus perçant. Qu'est-ce qu'il demande cette fois? J'espère qu'il a changé d'avis. Il insiste sur le fait que les esprits demandent quelqu'un de plus important. Il parle d'un sacrifice qui doit venir de l'une de mes familles proches. Un silence lourd s'installe. Les deux savaient ce que cela impliquait. La tension monte d'un crâne dans la maison. Alors que Mounia faisait semblant de continuer sa vie habituelle en public, elle commença à resserrer son contrôle sur Kumba. Elle rendait des visites fréquentes à la jeune femme, jouant le rôle de l'aînée bienveillante. Elle s'assure que Kumba ne se doutait de rien, tout en étudiant attentivement ses moindres faits et gestes. « Comment te sens-tu ces derniers temps ?» demandait Mounia avec douceur. « Fatiguée, mais les enfants occupent tout mon temps », répondait Kumba, les traits tirés par l'inquiétude concernant la santé fragile de Malik et Adam. Mounia souriait, tout en offrant des paroles rassurantes. « N'hésite pas à me demander si tu as besoin d'aide. Je suis là pour toi. Ce sont aussi mes enfants. » Dans l'ombre, elle et Koassi planifiaient le prochain mouvement. Lors d'une nouvelle rencontre avec le féticheur, Koassi et Mounia reçurent des instructions détaillées. Comme je vous l'avais dit, vous devez être prêts à sacrifier quelque chose qui brisera vos chaînes émotionnelles. Les esprits réclament une âme innocente, mais pas seulement. Ils veulent que cette offrande soit accompagnée d'un lien de sang ou d'un lien spirituel puissant. Koassi sentit un frisson parcourir son échine. « Mais j'ai déjà offert des sacrifices, protesta-t-il, sa voix tremblant légèrement. Le féticheur le regarda durablement. Le pouvoir que tu cherches n'est pas un simple trophée. Plus tu montes haut, plus les exigences sont grandes. Ce n'est pas moi qui demande, ce sont les esprits qui réclament. Mounia, toujours imperturbable, intervint. Nous avons déjà 2 enfants fragiles à la maison. Peut-être que... Le féticheur leva la main pour la couper. Pas les enfants, cette fois. Quelqu'un d'adulte. Quelqu'un qui partage spirituellement votre sang, ou un allié essentiel. De retour à la maison, Koassi était en proie à des cauchemars. Le visage de Kumba hantait ses nuits, tandis que Mounia, fidèle à elle-même, restait froide et méthodique. Nous avons des options, Koassi, dit-elle en s'asseyant à ses côtés. Quelles options? Kumba. Elle est jeune, et belle, mais elle est aussi une distraction pour toi. Si elle devient l'offrande, nous conserverons les esprits que son sacrifice est suffisant. Koassi serre la tête, hésitant. Et si cela ne suffisait pas? Et si les esprits réclament davantage? Mounia sourit froidement. Alors nous trouverons un autre moyen. Nous devons toujours être prêts à nous adapter. Avec cette nouvelle directive, le fossé entre Koassi et Kumba s'élargit. Koassi, toujours charmant en façade, est devenu plus distant avec sa deuxième épouse. Il passait de moins en moins de temps avec elle et leurs enfants, sous prétexte de devoir se consacrer à ses responsabilités ministérielles. Kumba, de son côté, commença à ressentir un malaise croissant. Les regards furtifs que lui lançait parfois Mounia semblaient lourds de sous-entendus. Un soir, alors que Koassi dînait avec Kumba, elle osa poser une question qui la taraudait depuis des jours. « Koassi, pourquoi as-tu l'air si préoccupé ces derniers temps? Est-ce à cause du travail ?» Koassi, surpris par sa question, força un sourire. « Rien de grave, ma chère. La politique est un monde stressant, mais je gère. » Mais Kumba n'était pas convaincu. À mesure que les jours passaient, Kumba sentait que quelque chose d'étrange se tramait. Elle surprit des murmures entre Koassi et Mounia, des regards échangés qui semblaient porter un poids qu'elle ne comprenait pas. Elle se confie à une amie proche, Delphine, qui lui conseille de rester vigilante.
Les hommes puissants ont souvent des secrets, Kumba. Protège-toi et tes enfants. Kumba, bien que terrifié par l'idée de ce que cela pouvait signifier, décida de commencer à enquêter encore plus. Dans sa fouille, elle découvre un jour une enveloppe cachée dans le bureau de Koassi. À l'intérieur, elle trouve une série de dessins cryptiques et des instructions écrites en caractères qu'elle ne comprenait pas. Elle serre l'enveloppe contre sa poitrine, son cœur battant à tout rompre. « Que se passe-t-il vraiment ici ?» murmura-t-elle. Le mystère s'épaissit, tandis que le couple, désormais engagé dans une spirale infernale, semble prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Mais jusqu'où iront-ils, et à quel prix ? Depuis quelques semaines, Kumba sentait une ombre peser sur sa maison. Koassi était encore plus distant que jamais, et Munia, qui continuait de jouer à la coépouse parfaite, lui paraissait de plus en plus suspecte. Même Malik et Adam semblaient nerveux en présence de leur père. Un jour, alors qu'elle rangeait les affaires de Koassi, Kumba trouva une autre enveloppe mal dissimulée sous une pile de documents officiels. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle l'ouvre. À l'intérieur, elle a trouvé des photographies floues de cérémonies nocturnes, des figures encapuchonnées formant un cercle autour d'un feu, et des dessins étranges semblant représenter des sacrifices rituels. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-elle, le souffle coupé. En retournant l'une des photographies, elle remarqua une inscription à moitié effacée. Pour le prochain niveau, le prix est élevé. Après cette découverte troublante, Kumba a commencé à prêter plus d'attention aux habitudes de Koassi et Munia. Elle remarque que son mari partait régulièrement en pleine nuit, prétextant des réunions importantes. Elle décide d'en parler à Munia, mais Munia semblait étrangement sereine, comme si elle savait exactement où il allait. Un soir, alors que Koassi était encore sorti, Kumba décida de fouiller dans son deuxième bureau qu'il gardait toujours verrouillé. Elle utilisait une clé qu'elle avait discrètement volée sur le trousseau de son mari. À l'intérieur, elle a trouvé des carnets remplis de notes énigmatiques. Certaines pages mentionnaient des dates et des noms qu'elle ne reconnaissait pas. Une phrase revient à plusieurs reprises, « Le sacrifice ouvre les portes du pouvoir ». Au fond du bureau, dans un tiroir qu'elle força à ouvrir, Kumba tomba sur une petite boîte en bois. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle recula d'un lien, horrifiée. À l'intérieur, elle trouva des morceaux d'os soigneusement enveloppés dans un tissu rouge, accompagnés d'un pendentif gravé d'un symbole inquiétant. Elle referme la boîte en tremblant, l'esprit assailli de questions. Que font-ils ? Pourquoi ? Et qu'est-ce que cela a à voir avec mes enfants ? Alors qu'elle refermait le tiroir, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Koassi était rentrée plus tôt que prévu. Elle referma précipitamment le bureau et sortit, tâchant de dissimuler son ennui. « Tu es encore éveillé ?» demanda-t-il en se trouvant dans le salon. « Je n'arrive pas à dormir. »« J'étais inquiet pour toi » répondit-elle, inévitablement son regard. Il la dévisagea un instant, puis sourit faiblement. « Ne t'inquiète pas. Tout ce que je fais, c'est pour notre famille. » Mais pour Kumba, ces mots résonnaient comme un mensonge erroné. Kumba remarque de plus en plus des signes inquiétants chez Malik et Adam. Leur fièvre revenait régulièrement, et parfois, ils semblaient marmonner dans leur sommeil des phrases incompréhensibles. Une nuit, alors qu'elle veillait sur eux, Malik se redressa brusquement et murmura. « Papa et maman Munia nous regardent chaque nuit. » Kumba sentit un frisson glacé parcourir son dos. « Que veux-tu dire, mon fils ?» demanda-t-elle doucement. « Ils disent que nous devons être très forts pour qu'ils deviennent grands. » Déterminée à découvrir la vérité, Kumba décida de se confier à sa mère. Horrifiée par les récits de Kumba, sa mère sentit l'urgence d'éclairer cette situation. « Kumba, tu dois être très prudente. Si tout ce que tu dis est vrai, ces gens sont dangereux. » « Mais que puis-je faire, maman ? Ce sont mes enfants qui souffrent. Et si tout cela était lié à eux ?» Sa mère lui suggéra d'approcher discrètement un ancien prêtre spirituel d'un village, connu pour son savoir sur les pratiques occultes. Lorsque Kumba et sa mère rencontrèrent le prêtre spirituel, celui-ci écouta son récit avec une attention soutenue. « Les signes que tu décris sont ceux de pactes sombres. Ton mari et cette femme, Munia, semblent impliqués dans des pratiques où le pouvoir est acheté au prix des âmes des plus innocents. Mais que puis-je faire ? Comment protéger mes enfants ? demanda Kumba, désespéré.
Le vieil homme la regardait avec gravité. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas atteint leur objectif. Mais sache ceci, chaque pacte a un prix. Plus ils donnent, plus ils perdent. Ce qu'ils pensent gagner leur sera un jour représailles. Reviens me voir la semaine prochaine avec tes enfants. Kumba quitta le prêtre, encore plus déterminé à découvrir la vérité, mais aussi terrifié par ce qu'elle pourrait apprendre. Un jour, avec l'aide d'une des domestiques de Munya, Kumba prétexta d'aller rendre visite à Munya en son absence. Elle profita de l'absence de Munya pour fouiller discrètement dans les affaires. Elle trouve un carnet contenant des croquis de rituels et une liste de noms. Son propre nom et celui de ses enfants y figurent. Elle serre le carnet contre elle, ses yeux remplis de larmes et de colère. « Je ne les laisserai pas détruire mes enfants, murmura-t-elle. Le jour tant attendu par Koassi et Munya arrive. Dans un palais éclatant de luxe et de grandeur, sous les caméras de la presse nationale, Koassi fut probablement nommé Premier ministre. Les acclamations résonnaient dans la salle, et les félicitations pleuvaient. À ses côtés, Munya rayonnait dans une robe traditionnelle somptueuse, jouant parfaitement le rôle de l'épouse dévouée. Kumba, comme d'habitude, observe la scène de loin, dans une tenue simple mais élégante. Elle avait insisté pour garder un profil bas, mais surtout, elle n'arrivait pas à ignorer le sentiment de malaise qui l'envahissait. Elle applaudissait machinalement, tout en remarquant l'échange de regards complices entre Koassi et Munya. Leur proximité la piquait au vif. De retour dans la demeure luxuriante de Munya, une réception fut organisée pour célébrer la nomination de Koassi. Munya, fidèle à elle-même, jouait la maîtresse de maison parfaite, accueillant les invités avec grâce et charme. Kumba, reléguée au second plan, se contentait de sourire timidement et d'éviter les conversations. Elle sentait les regards peser sur elle, certains invités murmurant à son passage. Après la réception, Kumba retourna seule dans sa maison, son cœur lourd. Elle se demandait pourquoi, malgré la réussite de Koassi, elle n'arrivait pas à se réjouir pleinement. Les indices qu'elle avait découverts grâce à la domestique continuaient de la hanter. Les jours suivants, Koassi semblait totalement absorbé par ces nouvelles. Il partait tôt le matin et rentrait tard le soir, souvent accompagné de Munya. Kumba remarqua que Munya trouvait toujours une excuse pour avoir Koassi chez elle, mettant à l'écart Kumba. Un soir, alors que Kumba attendait Koassi pour dîner, il rentra bien après minuit. Elle l'attendait encore dans le salon, son visage mêlant inquiétude et frustration. « Koassi, on ne te voit plus. Est-ce ça ta nouvelle vie de Premier ministre ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Kumba, je fais tout cela pour nous, pour notre avenir, » répond-il en haussant le ton. « Ne commence pas à te plaindre. » Les tensions atteignirent leur apogée un soir où Kumba, de retour de chez sa mère, trouva Munya dans son salon. Elle tenait le plus jeune dans ses bras, fredonnant une berceuse. « Que fais-tu ici à cette heure-ci » interrogea Kumba d'une voix nerveuse. « Je m'assure simplement que tes enfants vont bien, » répondit Munya avec un sourire glacial. Kumba n'y tinte plus. « Arrête de jouer les hypocrites, Munya. Je sais que tu n'as aucune affection pour mes enfants. » Munya posa calmement l'enfant dans son berceau, puis s'avança vers Kumba, son regard transperçant. « Fais attention à tes mots, Kumba. Tu ne sais pas de quoi je suis capable, » murmura-t-elle avant de quitter la maison. Cette confrontation fit trembler Kumba. Elle savait qu'elle marchait sur une corde raide, mais elle était déterminée à découvrir la vérité, peu importe le danger. Elle ordonna à ses domestiques de ne plus jamais laisser Munya entrer chez elle en son absence. De son côté, Munya, bien que toujours fière et manipulatrice, commençait à ressentir la pression. Les sacrifices qu'elle et Koassi avaient fait peser sur leur conscience, et l'idée qu'elle pouvait être la prochaine à être sacrifiée la hantait. Pourtant, elle refusait de montrer la moindre faiblesse, convaincue qu'elle pouvait toujours manipuler Koassi à sa guise. Koassi, quant à lui, savourait sa nouvelle position de pouvoir, mais il devenait de plus en plus lointain, non seulement avec Kumba, mais aussi avec Munya. Pris dans les intrigues politiques et les exigences occultes de son marabout, il semblait sur le point de s'effondrer. Alors que les jours passaient, Kumba sentait que le danger se rapprochait d'elle et de ses enfants. Les actes de Koassi et Munya devenaient de plus en plus difficiles à dissimuler. Les tensions montaient, et Kumba savait qu'il était temps de se battre pour la survie de ses enfants et la sienne. Mais pour cela,
Elle devait en savoir plus sur ce que cachaient vraiment Koassi et Munia. Dans l'obscurité dense de la nuit, Koassi et Munia parcourent une route sinueuse et isolée pour rejoindre la demeure du féticheur. C'était une maison en ruine, dissimulée dans une forêt épaisse, avec une étrange aura qui glaçait le sang. La tension était palpable entre eux. Munia, bien qu'habituée aux sombres cérémonies de ce genre, ressentait une peur qu'elle n'arrivait pas à contenir. Elle savait que la nomination de Koassi comme Premier ministre avait un prix élevé, et que les esprits la voulaient, mais elle ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Elle pensait pouvoir détourner la demande du féticheur et utiliser une autre personne pour le sacrifice.